Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, plongeons dans la langue française, une véritable masterclass, mais pas que, un parcours aussi, une histoire d'une professeure de lettres classiques. Alors vous allez me dire, mais Pauline, c'est pas quelque chose en fait qu'on a l'habitude d'avoir sur ton podcast. Eh bien justement, j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre en valeur un nouveau type de parcours, une personnalité qui est passionnée par les mots, par les lettres, quelque chose qui nous rassemble et dont on a beaucoup parlé. Elle pourchasse les erreurs, mais toujours avec le sourire et avec zéro jugement sur les réseaux sociaux. Son nom, Karine Dijoux. Vous la connaissez peut-être sous son pseudonyme Instagram qui est Les Parenthèses élémentaires. Elle est aussi auteure. Elle a écrit plusieurs livres. Le Cahier des amoureux de la langue française, qui est vraiment un bouquin hyper sympa, tout petit, tout court, avec plein d'exercices, un peu comme un passeport si vous voulez sur la langue française. Et puis le français avec style pour nous aider à mieux nous exprimer sans faire d'erreurs. On a parlé donc du parcours de Karine, de sa vocation pour l'enseignement, de la réalité du métier d'enseignement aujourd'hui. Et oui, il est possible de réussir à se faire respecter en classe, même quand on est une femme et même quand c'est pas facile et qu'on a des personnes en face de nous qui sont pas toujours dans un bon état d'esprit au démarrage en tout cas. Elle nous a également parlé bien sûr de la langue française, de sa passion, de comment elle était née et puis aussi de comment réussir, comme je le disais, à pourchasser quelques erreurs, l'éthique de langage, pourquoi ils apparaissent, comment faire pour s'en débarrasser, etc. Bref, j'ai trouvé que c'était un épisode différent, très intéressant et je vous invite à aller suivre Karine sur les réseaux sociaux. Je suis sûre qu'elle sera ravie et que vous apprendrez plein de choses. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Karine Dijoux. Bonjour Karine, je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer moi aussi. Bon, on se suit depuis un moment toutes les deux. Je pense qu'on a beaucoup de choses à explorer ensemble. Mais si ça vous va, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, je pense qu'il serait intéressant de remonter en arrière un petit peu et de remonter à votre enfance parce que je suis fascinée par les histoires et par comprendre en fait les sous-jacents justement d'une vie, d'un parcours. Et dans votre cas, bah, vous avez fait des choix qui sont peu classiques malgré le nom de lettres classiques, sans jeu de mots. Et donc je trouve ça très intéressant de comprendre ce qui vous a amené là. Donc est-ce qu'on pourrait commencer tout simplement par discuter ensemble de comment était la petite Karine, dans quel contexte familial vous êtes née, comment étaient vos parents, enfin voilà, comment était la petite Karine petite. Alors j'ai plongé dans la langue française par atavisme en quelque sorte, parce que ma mère et ma tante étaient passionnées de lecture. Je parle de ma tante aussi, parce que c'est la sœur jumelle de ma mère. Hmm. Donc c'est un peu une deuxième maman pour moi. Et je voyais ma mère lire tous les jours, énormément, presque un livre par jour. Et je trouvais ça absolument fascinant et je voulais faire tout comme ma mère. Puisque, pour parler de ma famille, moi mon père est décédé quand j'avais 5 ans. Et à partir de là, ça a structuré évidemment toute ma vie. Ça a été ma force et ma faiblesse. Et je me rends compte que c'est vraiment une force aujourd'hui parce que quand on vit ça aussi jeune, on relativise tout ensuite. Hmm. Et donc vous disiez, votre maman était passionnée de lecture, mais elle-même ne travaillait pas dans le domaine des lettres? Alors ma mère a commencé dans l'éducation nationale en tant que D'accord. surveillante quand elle était très jeune, puis CPE, conseiller principal d'éducation. Ensuite, elle a été secrétaire, puis professeure de français avec mon père qui lui enseignait les mathématiques. Ils travaillaient en Algérie tous les 2 et donc moi bébé, j'ai vécu quelques mois en Algérie avec eux et ensuite elle s'est, reconvertie en tant que chef d'établissement. Donc elle a fait une carrière quand même en tant que professeure de français, à un moment donné. Donc vous observez à ce moment-là, sa passion pour la lecture et vous, petite fille, donc par mimétisme et certainement par envie de, bah, de plonger dans cet univers qui en plus est fascinant quand on est un enfant parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ces livres, c'est ça qui est assez fou. Est-ce que vous vous rappelez justement de vos premières émotions littéraires, peut-être des premiers livres que vous avez pu parcourir? Alors, je me rappelle surtout que j'avais voulu faire semblant de savoir lire bien plus tôt et j'étais chez mes grands-parents dont j'étais très, très proche et mon oncle avait le journal et j'avais pris le journal et j'inventais complètement un texte et j'étais très fière de moi et ma mère m'a dit: «Non mais c'est pas du tout, ce qui est écrit» et là, c'était la grande déception parce que Vous avez j'étais compris à sûre. ce moment-là que c'était en fait, les gens n'inventaient pas des histoires, c'est Voilà, j'ai drôle. compris qu'il fallait vraiment que je passe par cette étape d'apprentissage et ensuite je me revois justement, j'étais une fille très solitaire, j'avais quelques amis mais très peu et je me revois plonger dans la Mmh. lecture grâce à la littérature jeunesse. Déjà de mon temps, il y avait de la littérature jeunesse de qualité et je nous revois au supermarché en train de choisir, des livres qui étaient adaptés. Je regardais toujours ce que je fais encore aujourd'hui, c'est-à-dire la couverture et la quatrième de couverture. Qu'est-ce que la littérature ou pour dire plus simplement les livres vous ont apporté dans votre jeunesse et même dans votre vie? C'est vrai que ça paraît être un objet de papier, comme ça on se dit: «Bon, finalement, c'est pas si important» et pourtant j'ai déjà eu la chance d'avoir sur le podcast et moi-même ça a été le cas, des invités qui m'ont dit littéralement: «La littérature a changé ma vie»
et j'aimerais comprendre, en fait, dans votre cas, vous me dites en plus que vous étiez une enfant plutôt solitaire. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir, en fait, qu'est-ce qui se passait dans votre esprit, dans votre cœur? Enfin, qu'est-ce que ces livres vous ont apporté? Ces livres, pour reprendre un titre d'Emmanuel Carrère, ils m'ont permis de vivre d'autres vies que la mienne. C'est vraiment ce que j'ai ressenti et j'aspirais à d'autres univers aussi et en lisant ça, j'avais l'impression d'être une autre et ça me donnait de la force et surtout Mmh. je voyais la multitude des possibles qui est assez vertigineuse quand j'étais enfant. Je me disais finalement je pourrais faire ça ou ça et je me rendais compte que je pouvais, grâce à la lecture, prendre confiance en moi parce que c'était un gros déficit que j'ai eu pendant très longtemps et qui me suit encore et aussi me dire que, tout était possible. Quels étaient à l'époque, les livres un peu fondateurs qui vous ont, bah, peut-être donné plus confiance en vous, qui vous ont donné envie de vous surpasser ou juste de voyager, enfin d'explorer le monde? Alors en tant que littérature jeunesse, en tant que telle, je ne me souviens plus vraiment de titres parce qu'ils n'étaient pas très connus. J'ai, quand même lu toute la Bibliothèque rose et la Bibliothèque verte également, parce que ça faisait partie des livres qu'on trouvait partout en brocante et ils étaient tous à disposition chez C'était moi trop sympa. et j'ai beaucoup aimé. J'aimais l'univers de Oui Oui, par exemple. Je Mmh. trouve que c'est dommage que plus personne ne le lise, les enfants, c'est plus du Mmh. tout un livre qu'on met à leur disposition, alors que je trouve ça absolument passionnant et ensuite plus tard, c'était plus pendant mes études au collège notamment, où je me revois lire Madame Bovary en quatrième Ah. et je revois mon professeur, qui m'avait dit à la suite de mon devoir, qui m'avait dit: «C'est très bien, mais relisez-le plus tard» et c'est plus tard que j'ai pris conscience de Mmh. toute la portée du texte. Très intéressant. Ça, c'est un sujet dont on pourra parler aussi, justement, le fait de pouvoir revisiter du classique. Et moi-même, là, c'est drôle, je relisais Sartre récemment, que j'avais lu trop jeune, parce que j'étais, je pense, un peu comme vous, passionnée de littérature, donc je dévorais des livres. Et je réalise maintenant que je les dévorais, sincèrement, sans les comprendre à beaucoup d'égards. Et les revisiter, c'est peut-être pour ça que c'est des classiques d'ailleurs, apporte un plaisir fou, parce que finalement, je les comprends enfin, peut-être pas entièrement encore, mais en tout cas, je trouve ça vraiment passionnant. Et je voulais vous demander, Karine, vous choisissez à un moment donné donc de vous orienter, vers l'enseignement. Est-ce que ça a été une vocation assez tôt? C'est quand même un véritable choix de vie, l'enseignement, donc je comprends que vos parents étaient issus justement de cette vocation, mais malgré tout, en fait, c'est quand même, littéralement pour moi une passion en réalité, de transmettre. Et donc est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce cheminement de pensée? Qu'est-ce qui vous a mené à prendre cette décision? En effet, je dis souvent que c'est un sacerdoce et le Mmh. le mot est très fort et volontairement choisi. C'est une vocation. Vocation, ça vient du latin voco qui veut dire appeler. Je me suis sentie appelée et je voulais être utile déjà pour les autres, mais surtout, en premier lieu, j'ai pensé à moi. J'avais besoin d'être rassurée Mmh. et je reconnais que passer un concours et se dire que j'avais un métier à vie, ça m'a énormément réconfortée et ma mère qui me connaissait bien et qui me conseillait m'avait dit: «Karine, ça, c'est sûr que l'enseignement, c'est fait pour toi». Mmh. Donc je voulais, voilà, suivre la voie de ma mère, mais aussi suivre la voie de ma professeure de grec ancien en sixième, qui s'appelait Madame Dardonville. Je regrette de n'avoir jamais retrouvé sa trace parce que c'est une femme qui m'a complètement, subjuguée et qui m'a donné envie de devenir moi aussi Madame Dardonville. Et alors, qu'est-ce que madame Dardonville faisait qui était aussi, touchant, enfin qui vous a touché au cœur plutôt? Alors elle était très rigoureuse. Elle était habillée vraiment à l'ancienne, avec des codes très austères, et je trouvais que dès qu'elle faisait du grec ou du français, puisque je l'avais en français aussi, elle s'illuminait. Mais pas l'illuminer, complètement folle, hein, puisqu'il y a deux sens dans ce terme. Elle avait les yeux qui brillaient, elle était là avec ses stylos de couleur. À l'époque, il y avait encore des rétroprojecteurs. Elle encadrait les verbes, elle soulignait les compléments et je trouvais ça génial d'avoir cette rigueur qui rassure pour ensuite prendre de la liberté et ensuite elle faisait des blagues, elle avait de l'humour, Mmh. mais tout ça dans un cadre et c'est exactement ce que j'ai voulu reproduire ensuite. À l'époque, donc vous orientez, vers les études, d'enseignement et tout de suite vers les lettres classiques? Donc tout de suite vous vous dites latin, grec ou est-ce que vous avez hésité peut-être avec le français, avec d'autres matières? J'ai hésité avec l'allemand parce que, D'accord. j'étais très forte en allemand. J'ai commencé en sixième, j'ai fait allemand et grec ancien. Et ce qui me rassurait, c'était d'avoir, quelque chose où je pouvais tendre à l'exhaustivité. Si je Mmh. prenais les lettres modernes, je me disais: «Il y a tellement de Ouais. sujets à aborder que c'est trop vaste». En latin et en grec, il y a énormément de choses, mais mine de rien, il y a beaucoup de textes qui n'ont pas été retrouvés. Donc c'était un cadre plus restreint pour moi et Mmh. je sentais que mon souci d'exhaustivité allait être davantage accompli. Et puis surtout, comme je voulais faire comme cette enseignante qui était Mmh. professeure de lettres classiques, moi je voulais faire comme elle. Alors que ma mère, elle, avait fait des études de lettres modernes. Et maintenant avec le recul, puisque vous êtes passée de l'autre côté de la barrière et que vous êtes enseignante depuis, un moment, vous êtes certainement la madame Dardonville de de pas mal de monde et notamment, bah, via les réseaux sociaux, mais aussi, dans une vraie salle de classe. Peut-être quels sont les conseils que vous pourriez donner à des enseignants qui nous écoutent, parce qu'il y en a aussi beaucoup,
pour, réussir à exprimer leur fort intérieur ou leur personnalité? Parce que ce que j'entends dans ce que vous me dites aussi, Karine, c'est que Madame Dardonville, ce qui a fait sa force, c'est qu'elle était elle-même, c'est qu'elle avait cette passion qui l'animait, mais elle a essayé de la transmettre à sa manière à elle. En effet, il faut être soi-même, il faut avoir un cadre très très strict. C'est le conseil que je donne notamment aux profs qui débutent en collège, parce que les élèves, surtout dans les collèges Mmh. difficiles, et on commence notre carrière dans des collèges difficiles, les élèves n'ont pas de cadre à la maison, ils ont besoin d'un cadre en classe. Donc moi, par exemple, c'est une astuce que ma mère m'avait donnée. Ils sont rangés deux par deux. Ils me regardent dans les yeux pour entrer dans la classe, et ensuite, ils restent debout. Ils doivent, donc quand ils entrent dans la classe, tous me dire bonjour. S'ils ne me disent pas bonjour, je dis non. J'attends qu'ils me disent bonjour en me regardant dans les yeux. Donc ils sont debout et ensuite, une fois que le calme est instauré, là je leur dis bonjour, asseyez-vous. Et quand je fais l'appel, ils doivent répondre présent ou présente et non pas ouais, je suis là. Ils doivent se tenir droit. Donc Mmh. il y a cette posture, il y a ce respect mutuel. Et ça, Mmh. j'insiste tout de suite là-dessus. Je leur dis, moi je vous respecte, donc vous me respectez aussi. Et ça, ils en ont besoin. Et pourtant, j'ai des élèves qui mesurent 1,90 m pour certains en troisième, qui arrivent en roulant un peu des mécaniques. Mais comme ils se rendent compte qu'il y a ce respect qui est instauré, je leur parle aussi de la justice parce que j'ai ce sens de la justice qui est très fort en moi. Je leur dis, si jamais vous avez un sentiment d'injustice, je suis là pour vous écouter. Et bien sûr, parfois, je peux me tromper, te dire que tu as parlé alors que ce n'était pas le cas. Et ça les rassure aussi beaucoup. C'est passionnant. C'est passionnant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le monde de l'éducation, où on se dit qu'à notre époque, les élèves n'en ont plus rien à faire, qu'ils ne sont pas motivés, et ça peut être vrai. Mais je pense qu'il y a aussi, je vois un pouvoir de l'enseignant en fait qui peut, dans une moindre mesure, dans une certaine mesure, bien sûr, tout n'est pas faisable, mais peut quand même instaurer des règles qui vont être rassurantes. Et ça, c'est quelque chose qui est venu naturellement, notamment à cause de votre maman qui vous a donné ces conseils. Oui, ça, c'est elle qui m'a donné ces règles d'autorité Hmm. que spontanément, je n'aurais pas mises en place naturellement. Comme beaucoup de collègues qui débutent, on se dit, bon, allez, je vais être sympa, je suis jeune, moi aussi. Et en réalité, il faut surtout pas faire ça. Hmm. Si on dit à un élève, je vais te mettre un mot, il faut réellement mettre le mot. Si bien sûr, il est justifié, sauf si on s'était rendu compte qu'il y avait une erreur. Mais cette rigueur-là permet ensuite de se reposer. Moi, je dis souvent, j'assois mon autorité en début d'année et ensuite je peux m'asseoir. Et je suis Hmm. réellement assise très souvent pendant mes cours. Et parfois, je fais toujours cours la porte ouverte. Je vois la CPE qui passe ou le chef d'établissement. Je suis assise tranquillement avec la classe comme ça qui est calme. Et alors, ils me disent, ah, mais il y a un contrôle. Je dis, non, non, c'est juste que ça y est, l'autorité a pu s'asseoir. Mais je reconnais que c'est peut-être qu'en débutant, j'étais évidemment pas comme ça. Là, c'est avec une très longue expérience. J'ai commencé à 20 ans Ouais, l'enseignement. c'est fou, c'est fou. Alors c'est drôle parce que vous disiez, précédemment que vous aviez eu, parfois des problèmes de confiance en vous, et c'est vrai que là, quand on vous entend, on se dit: «Mais c'est fou Karine, en fait, a cette forme de confiance saine justement d'asseoir son autorité». Ça a été un effort pour vous justement de d'aller dans ce sens-là? Parce que quand on est face, je peux imaginer, à des élèves en plus qui sont parfois plus grands que nous, qui sont des hommes, enfin, c'est pas évident quand Oui. même d'avoir cette force, et pourtant j'ai l'impression que c'est, dans votre cas, l'une des clés de succès. Oui. Hem, donc au-delà du conseil de votre maman, est-ce que vous auriez peut-être des conseils? Alors là, on sort du contexte de la classe en Mhm. plus, mais quand on est dans une situation où on n'est pas très sûr de nous, et on est face à des personnes, alors si ce n'est hostiles, en tout cas qui ne sont pas forcément, Mhm. respectueuses, Oui. pour réussir à asseoir son autorité, en tout cas à se faire respecter, parce que c'est le mot que vous avez employé. Se dire qu'on est légitime. Moi, vraiment, ce qui m'a rassurée, c'est de me dire que j'avais mon concours, j'avais largement le niveau pour enseigner. En plus, j'avais fait une classe préparatoire. Et ça aussi, je reconnais que c'est ma mère qui me l'avait dit. Parce que je disais, non, mais j'ai pas le niveau. Elle m'a dit, Karine, tu Mmh. enseignes en collège, tu as fait Hippocagne-Cagne, tu as fait des études supérieures ensuite en lettres classiques, bien sûr que tu as le niveau. Ouais. Donc, elle m'a rassurée sur ce point. Et se dire qu'à partir du moment où on est face à ce public, qui en effet peut être très hostile, Mmh. parce qu'on incarne l'autorité, les élèves ont envie aussi de nous tester, eh bien, à partir de là, on va mettre en application ce qu'on a pu entendre, sauf que, en tant que jeune professeur, on n'a pas tous ces conseils. Et c'est quelque chose que je regrette énormément. D'ailleurs, je vais écrire un livre là-dessus pour donner des conseils aux professeurs, un livre qui change un petit peu. C'est une excellente idée. Je pense qu'on en a besoin parce que vraiment des méthodes, moi à l'époque il y avait l'IUFM, donc l'Institut de formation des maîtres, on nous donnait aucun conseil pédagogique, c'était, Mmh. enfin pédagogique si, mais pas du tout de conseil de discipline, parce qu'il y a une discipline à instaurer. Alors qu'en réalité, c'est probablement la base, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'avant de commencer à faire de la pédagogie, il faut déjà se faire respecter et être respecté. Mm. Mmh, très intéressant. Je constate quand même aussi dans votre parcours que votre maman a joué un rôle clé et que ça a été un peu, l'allié, ou en tout cas l'ange gardien qui, à beaucoup de moments, peut-être vous a aidé à prendre des décisions, et j'ai l'impression que ça compte aussi. Oui, oui, et d'ailleurs ça c'est quelque chose que maintenant je remets en question.
Pas vis-à-vis d'elle, mais vis-à-vis de l'avis, l'opinion des autres. J'avais toujours tendance à trop écouter l'opinion des autres. Par exemple, même pour mes tenues, j'ai toujours adoré la mode et à l'époque, j'avais un blog et j'aimais bien demander, aux gens quelle tenue ils préféraient et ça aussi, c'est une fois de plus ma mère qui m'avait dit: «Mais arrête de demander, toi tu as un goût qui est, affirmé, tu as ton goût à toi, donc arrête de demander aux autres ce qu'ils en pensent et affirme-toi» et maintenant, enfin, avec le temps, je suis ce qu'on appelle là j'utilise un anglicisme que j'aime beaucoup, une late bloomer, c'est-à-dire une fleur tardive. Avec le temps, j'arrive enfin à assumer totalement tous mes choix. Après, je ne fais pas Mmh. n'importe quoi non plus, mais je m'assume. Comment cette, confiance en soi s'est développée? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui se reconnaissent énormément, Karine, qui se disent: «Bon, bah, j'ai eu peut-être aussi ce syndrome de la bonne élève, j'avais envie de faire plaisir», parce que c'est aussi ce que j'entends. Mmh. C'est ça aussi d'écouter les avis des autres. Comment est-ce que vous vous êtes affranchie de ce regard? Je pense que c'est avec l'expérience et je dois dire que mon compte Instagram a énormément joué. Depuis que j'ai créé ça et que je vois des gens qui m'écrivent et qui me perçoivent comme une référente en matière de langue française, je me sens légitime et à partir de là, j'ai pris beaucoup plus de liberté dans mes cours. Avant, Mmh. j'avais aussi un côté très scolaire avec les programmes, la pression des programmes et tout en me disant au fond de moi: «Ça me saoule vraiment», pour parler de manière un peu plus C'est légère. bien qu'on se lâche un petit peu. C'est ça, vraiment les programmes, je me disais: «Ce n'est pas le but» et maintenant, j'ai Mmh. instauré des choses que j'instaure sur Instagram, le quiz du vendredi, le jeudi, je leur fais écrire un slam, le mardi, on lutte contre l'éthique de langage. Tout ça, c'est quelque chose qui est en filigrane dans tous mes cours et qui fonctionne très bien avec les élèves. Ils sont très heureux d'avoir ça et malgré tout, ils se rendent compte à la fin de l'année qu'ils sont armés pour la Mmh. suite. Ouais et puis ça devient beaucoup plus, comment dire? Pas opérationnel, c'est pas le terme, mais je veux dire pratique en fait et pragmatique dans l'approche quoi. C'est pas uniquement justement un cours théorique, c'est comment est-ce qu'on lutte contre l'éthique de langage, je trouve Oui. ça génial. Alors justement, vous m'avez lancé une belle perche, je voulais vous demander comment, vous étiez, lancée, donc d'abord dans une parenthèse de mode et ensuite dans les parenthèses élémentaires, c'est-à-dire en fait dans le monde alternatif, au monde de l'enseignement qui est celui du partage. En fait, au final, je pense qu'il y a plus de similitudes que Oui. ce que les gens pensent parce que ça reste de la transmission, mais d'une manière complètement différente et beaucoup plus libre effectivement en tant que créatrice de contenu. Donc ma question en d'autres termes, c'est comment est-ce que vous êtes devenue créatrice de contenu? Mmh. J'ai commencé très tôt, en 2011, avec un blog mode, parce que j'avais une amie avec qui je faisais du troc de vêtements. Je l'avais trouvée sur un site, sur un forum mode, et elle avait lancé son blog. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi pas créer mon blog moi aussi. Et à partir de là, j'ai vu que ça marchait bien. J'ai vu que je pouvais parler de tous mes sujets futiles, donc la mode, la beauté, les bijoux, et je n'osais pas aborder en revanche la littérature. Et les rares fois où je parlais de Mmh. livres, je voyais que ça ne prenait pas trop parce que ce n'était pas le thème, il fallait que j'ai une De ligne votre blog? éditoriale. Voilà, c'est ça. J'ai une question pour vous. Est-ce que à l'époque, vous étiez donc passionné de mode en plus de ces de la littérature et puis des lettres classiques de manière générale? Mmh. C'est peut-être un peu bizarre comme question, mais est-ce que vous aviez honte ou en tout cas vous n'assumiez pas le fait d'avoir aussi cette passion qui est un peu plus, on va dire, superficielle ou en tout cas qui peut donner cette impression? Ou Oui. ça n'est jamais Alors c'était pas une honte, mais en tout cas, je voulais le cacher ouais, vis-à-vis des élèves. c'est ça. Parce que je m'étais dit: «S'ils trouvent mon blog, je montrais des choses très personnelles, alors que je cloisonne tout». Les élèves, maintenant, Bah, par forcément, Instagram, voilà, ils savent beaucoup ça a plus dû de être un choses. sacré sujet Oui, d'ailleurs. oui, oui, Mmh. c'était vraiment un sujet un peu difficile pour moi et à l'époque, en 2011, j'avais fait en sorte j'avais même changé mon nom de famille, j'avais repris mon nom de jeune fille pour être sûre qu'ils ne puissent pas trouver mon blog et puis finalement, évidemment, ils l'ont trouvé Mmh. et je n'ai pas pu le cacher bien longtemps. Et donc ça a été libérateur pour vous finalement d'être assumé entièrement tel que vous étiez? Oui, ça a été vraiment libérateur et surtout, le fait de m'écouter, me dire: «Au fond de moi, j'ai pas envie, de continuer à parler de ça» et là, justement, Mmh. le moment où j'ai basculé, c'était en 2020 et je me suis dit: «La mode et la beauté, j'en ai fait le tour, je ne me sens plus légitime». J'en ai énormément parlé, ça continue à m'inspirer beaucoup, mais j'ai envie de parler de ce que j'ai au fond de moi, c'est-à-dire la langue française et un jour, j'étais en train de faire une séance de yoga Kundalini et à la fin du cours, j'ai eu, une espèce de révélation et je me suis dit: «Je vais quand même complètement changer mon blog». Donc ça s'appelait quand même enfin mon compte Instagram en l'occurrence. Ça s'appelait toujours une parenthèse mode et j'ai commencé à mettre des leçons de français et tout était en réalité je pense, Dans votre tête. oui, tout était dans ma tête puisque déjà j'avais tout mon programme qui était prêt. Et donc vous vous lancez en vous disant avec cette vision Oui. quoi concrètement: «Je vais arrêter de parler de mode, je vais parler de langue française Mmh. et je vais éduquer». C'est un peu ça finalement l'idée, je vais Oui. éduquer au sens, transmettre Oui, quoi, oui. partager de l'information, partager mon savoir, ce que j'apprécie sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez eu, peur de ne pas intéresser? Parce que je pense qu'il y a une idée reçue là aussi, c'est que
Bah, les lettres, notamment les lettres Mmh, classiques, c'est, pour les vieux, mmh, qui, n'ont pas grand-chose à faire ou en tout cas d'un autre temps mmh, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous en êtes la preuve mmh, inverse, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça n'intéresse personne. mmh. Est-ce que ça a été pour vous quelque chose à surmonter? Je me suis lancée, de toute façon, mon compte Instagram qui parlait de mode ne fonctionnait pas. Je n'arrivais pas D'accord. à le faire, à avoir des C'est abonnés. intéressant ce Ouais, paradoxe quand même. C'est finalement parler de lettres classiques et d'orthographe et de littérature oui. qui vous a fait émerger versus la mode où on penserait que tout le monde s'y intéresse. Oui, absolument. Là, j'étais complètement bloquée et d'ailleurs, je veux parler d'un point aussi, j'avais écrit un article sur mon blog que ça y est, maintenant j'ai clos, donc je vais en parler ici. À un moment, donc j'avais mon blog qui marchait bien. J'étais invitée, tous les soirs si je voulais, toutes les semaines du moins, en événement blog. Je recevais des produits chez moi, je recevais des vêtements. Je gagnais pas d'argent, mais en revanche, j'avais plein de cadeaux Mmh. et sur le coup, j'étais très heureuse, sauf que rapidement, j'ai commencé à crouler sous les colis, à me dire: «Mais cette crème, mais je ne vais pas l'utiliser, j'ai la Mmh. peau réactive» et puis après j'avais en effet des boutons parce que j'utilisais trop de produits. Donc finalement, j'ai commencé à m'en lasser et puis j'ai vu que ça commençait à péricliter et ce qui devenait à la mode, c'était les comptes Instagram. Sauf Mmh. que les agences de communication nous demandaient d'avoir un compte Instagram très suivi. Et autour de moi, je discutais avec les blogueuses qui m'ont dit: «Bah, tu sais, moi, j'ai acheté des faux abonnés», Ah ouais. et tout le monde faisait ça, mais vraiment. Donc je me suis dit: «Bon, bah, alors là, je me suis pas écoutée». J'ai fait ça me gênait, hein, j'ai fait vraiment le mouton. Je suis allée sur un site, j'ai acheté des faux abonnés. Je voyais ça croître et au fur et à mesure, ça me dérangeait beaucoup parce que je me disais: «Là, j'ai plein d'abonnés, mais finalement, j'ai peu de commentaires». Oui, c'est ça, J'ai c'était des faux abonnés Oui, en fait. Mmh. et donc j'ai continué comme ça pendant des semaines, des mois. Ça ne m'a pas donné plus de partenariats et c'est normal et tant mieux parce que comme je n'aurais pas été légitime. Et au bout d'un moment, je me suis dit: «Ouais, il faut vraiment que j'arrête tout ça», et j'ai commencé à tous les supprimer un par un. J'ai passé des heures, j'ai passé des mois à tous les supprimer. Incroyable. Je me revois pendant le trajet en voiture, j'étais passagère et donc j'étais là en train de supprimer tous ces abonnés. Il fallait que je les retrouve parce qu'on ne peut pas les supprimer d'un coup, et à partir de là, bah, bizarrement, il y a eu beaucoup plus, de taux d'engagement sur mon compte Instagram. J'ai lancé mon compte langue française et là, ça a pris. Qui a été juste une transformation de votre compte en Oui. réalité, c'est ça? Je vous remercie de le partager Karen. Alors je ne Mmh. savais pas du tout, je connaissais pas cette histoire et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui succombent à ça. Mmh. Déjà la pression des tiers, et des pairs Mmh. de, bah, filer doux et puis de rentrer dans le rang Oui. et puis aussi la pression un peu de la performance Mmh. alors que finalement bon, ça restait quand même une activité annexe en plus pour vous donc Oui. c'était pas non plus, il y a pas mort d'homme quoi. Je veux dire si jamais vous aviez pas plus de followers sur Instagram au final. Et donc, est-ce que le compte Instagram, quand vous le transformez et que vous commencez à parler de langue française, se met à démarrer tout de suite très fort? Ou est-ce que non, ça a mis quand même du temps, ça a été des efforts? J'aimerais comprendre un peu Mmh. les sous-jacents, parce que là aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues de gens qui disent: «Ah bah, c'est bon, c'était le bon moment, le coup de chance» et cetera. Est-ce que dans votre cas, c'était un peu ça? Ou est-ce qu'au final, non, ça a nécessité beaucoup de travail? Non, ça a pris du temps puisque j'ai commencé en octobre 2020 avec quelques milliers d'abonnés. Je voyais que ça commençait à croître et surtout que j'avais des abonnés extrêmement fidèles qui sont encore là aujourd'hui, qui étaient là tout le temps au rendez-vous. Mais j'ai eu des moments de découragement. Je me revois le lundi après-midi avec tous mes livres de français, toutes mes grammaires, en train de préparer mes miscellanées, donc des leçons Mmh. diverses de littérature et surtout de langue française. Je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça, de m'infliger ça? C'était le jour où je travaillais pas Ouais. et pendant 2 ou 3 heures, je préparais ma leçon. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide parce que j'ai l'habitude, mais je me disais: «Pourquoi est-ce que je fais ça?» Et finalement, il a pris seulement en février 2023. Ah! Donc je suis passée pendant des années, j'ai stagné, autour de 20 000 puis 30 000 abonnés. Je me souviens, le 17 février 2023, j'étais passée à 35 000 abonnés et j'étais très fière. Je me suis dit: «Bon, bah, j'ai passé C'est le palier génial. des 30 000, ça y est, bon, ça se débloque un peu». Mais je stagnais et pourtant, il y avait par exemple Laurent Ruquier qui me suit depuis très longtemps, qui parlait de moi régulièrement. Donc là, j'avais des centaines d'abonnés, mais ça restait quand même, j'avais un plateau. Donc je me disais: «Bon, bah, j'aurais pas d'audience plus large». Et finalement, j'ai eu l'idée de faire des reels, donc des vidéos courtes, et de me montrer. Parce que c'était un compte très désincarné. Mmh. Et ce qui ne fonctionnait pas aussi, c'était le moment où j'étais dans l'entre-deux. C'est-à-dire que j'avais pas osé me lancer complètement en langue française. Je continuais à publier des looks le mardi et le Ah vendredi. d'accord. Et les gens ne s'y retrouvaient pas. Oui, donc il y avait une, incompréhension en fait Oui, c'est du ça. contenu. Ouais, Mmh. et les gens se désabonnaient quand ils voyaient des looks apparaître. Donc il y avait mes abonnés qui me suivaient du temps de mon blog qui étaient contentes, mais les autres qui disaient: «Bah non, moi je veux un compte langue française». Donc à un moment, je me suis dit: «Je vais ne faire que ça», et j'ai fait des vidéos et là, l'algorithme d'Instagram a commencé à montrer, notamment une vidéo sur les pléonasmes, et puis en un mois, je suis passée de 35 000 à 94 000 abonnés. Incroyable. Avec une vidéo notamment. Oui, c'est ça. Comme quoi, trouver, le bon contenu, ça Oui. fait toute la différence. Bah, j'allais vous demander justement quels étaient les quelques conseils quand même que vous pourriez donner à des personnes qui nous écoutent parce que vous l'avez vécu et je trouve que ce qui est très fort dans votre histoire, c'est déjà il y a un changement d'angle total quand Mmh. même entre la mode et entre la langue française et en plus j'adore cette idée de dire que
Aujourd'hui, on dit qu'Instagram, c'est impossible de gagner des followers, c'est très difficile et c'est vrai que c'est difficile, mais vous êtes le symbole même du fait que c'est possible. Vous le montrez, vous le prouvez et notamment dans un domaine où on Mmh. penserait franchement par essence que c'est particulièrement dur. Mmh. Donc je trouve ça très intéressant. Et donc pour vous, si vous deviez prendre un petit peu de recul et donner des conseils à des personnes qui nous écoutent, vous savez, il y a beaucoup de créateurs de marques justement qui nous écoutent par exemple, qui galèrent honnêtement, Mmh. à l'idée de créer des contenus. J'entends quand même l'incarnation, Oui. ça a fait la différence. Vous pensez que ça a été l'un des facteurs clés de Ah ouais, succès? moi, c'est ça qui a tout changé. J'allais dire premier conseil, incarner son compte. Et je vois aussi beaucoup de comptes qui évoluent. Par exemple, des comptes qui parlent de littérature, qui au début ne montraient que des livres, juste la main qui ouvre un livre et qui au fur et à mesure se montent de plus en Mmh, plus. Et leur compte est en pleine croissance parce que on a besoin de voir qui est derrière le compte. Montrer les coulisses aussi, ça les gens aiment beaucoup, notamment en stories. Différencier les stories des publications. En stories, on peut être beaucoup plus libre et mmh. beaucoup plus léger. Et être rigoureux, avoir un Un rythme de planning? publication, voilà, qui soit toujours le même. Donc moi je suis, rigoureuse à l'extrême, c'est-à-dire que je publie presque tous les jours. Je me fais une pause le samedi et encore, pas tout le temps et au moins peut-être 2 fois par semaine, qui est toujours que les abonnés puissent avoir un rendez-vous fixe. Oui, c'est ça, avec des rituels en plus, parce Oui, que comme vous disiez, le quiz du vendredi et oui, cetera, c'est-à-dire des moments en fait qu'on attend avec oui, impatience. Ça aussi, j'imagine que ça fait partie du succès. L'incarnation et puis j'ai l'impression le fait d'assumer votre verticale quoi, oui. qui est la langue française. Mmh. Oui, l'assumer totalement, et puis ne pas hésiter à aller loin dans le sujet. Je vois au début, moi j'étais, j'osais pas trop, me lâcher ou j'étais très voilà, je suivais vraiment, ce que je lisais de l'Académie française ou dans les grammaires et puis au fur et à mesure, j'ai distillé un petit peu d'humour. Je suis devenue un peu plus moi-même, je suis devenue plus souriante parce que j'ai tendance à ne pas sourire, à être très sérieuse quand je suis concentrée et ça d'ailleurs les abonnés me le disent, ils me disent: «Ah ce serait bien un petit sourire». Alors c'est le genre de remarque, bon, un peu pénible, mais au fond, je comprends parce qu'en plus, avec la vidéo, la caméra, Ouais. on a tendance à paraître encore plus strict qu'on ne l'est. Mmh. C'est Donc vrai. ça, ce sont des petites astuces à avoir et c'est vrai que tout de suite, un sourire, c'est contagieux et on est plus avenante, en souriant, en tout cas moi. Vous disiez précédemment que, bah, ce que vous avez créé avec Instagram et votre blog vous a aidé aussi à vous libérer du regard des autres. Mmh. Si je ferme cette boucle, je veux bien qu'on revienne dessus et que vous me disiez, bah, finalement, qu'est-ce que ça pourquoi et qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie personnelle? Donc dans ma vie personnelle, j'ai radicalement changé. Avant, j'avais tendance à me cacher derrière les autres, à ne jamais prendre la parole, en public, sauf devant mes élèves et maintenant, par exemple, j'ai eu une réunion de fin d'année. Même mes collègues m'ont dit: «Mais attends, mais tu as parlé plein de fois». Alors qu'en 20 ans, je n'ai jamais pris la parole en Mmh. réunion. Et là, maintenant, je me sens légitime. Je me dis: «Je n'ai rien à perdre» et surtout, il y a une phrase que je me dis souvent, c'est, tout est un jeu. Moi, je vois la vie comme un jeu et là, tout ce qui m'arrive par Instagram, ce n'est que du bonus. Ce qui fait que, par exemple, venir vous voir aujourd'hui, je n'étais pas stressée. Alors que les gens me disent: «Oh, quand même, ça va, tu es pas stressée?» Non, parce que je me dis: «C'est génial ce qui m'arrive, c'est grâce à ce que j'ai créé moi» et ça, c'est aussi un aboutissement. C'est l'aboutissement de toutes ces heures où j'étais toute seule face à mes livres et je me dis: «Je suis mise en lumière», mais au-delà de ça, c'est surtout, je mets en lumière la langue Mmh. française, je mets en lumière les lettres classiques, le latin, le grec. Quand j'entends mes abonnés qui parlent d'atrabilaire au lieu de gens aigris, parce que aigri, c'est le grand terme à la mode, notamment chez les ados, qui disent: «Ah, il y a encore un atrabilaire, qui s'est exprimé Vous aujourd'hui». êtes fière? Oui, très fière. Bah, vous pouvez. Merci. Alors, vous me faites une belle transition à nouveau, Karine, parce que j'avais quand même envie de parler de vos livres. Mais au-delà de parler des livres, en fait, parler du fond de, bah, de ce sujet de la langue française et de d'astuces, quoi, pour réussir à s'exprimer. Donc, si vous l'acceptez, je veux bien qu'on fasse à une petite échelle, une espèce de Mmh. petite masterclass, D'accord. sur, le fait de mieux s'exprimer et en finir aussi avec les erreurs les plus courantes, ce Mmh. qui est littéralement l'intitulé de votre livre, «Le français avec style». Déjà peut-être, est-ce que vous pourriez nous dire, vous, s'il y a une erreur qui vous horripile, que vous détestez, laquelle c'est? Et du coup, pourquoi est-ce que c'est une erreur? Alors c'est une Du erreur coup, quand je viens de le dire, donc c'est terrible. Pourquoi? C'est terrible de faire ce podcast avec vous, Karine. du coup, finalement, je n'ai plus du tout de filtre, hein. Là, je vous cite pour le du coup, ce n'est plus quelque chose qui me perturbe D'accord, parce qu'il est tellement ouais, fréquent que, j'ai arrêté d'enclencher mon radar à du coup, sinon je pourrais ouais, plus écouter c'est personne. terrible, ouais. Donc ça, à la limite, conseil pour le du coup, faut le remplacer par donc. Mmh, Ça permet d'avoir des transitions, c'est moins lourd que du coup. Après, il y a évidemment de ce fait, par conséquent, mais là, c'est dans un langage plus châtié. À l'oral, dans une conversation ordinaire, on va pas dire de se faire. Je trouve que mmh. c'est un peu plus Oui, lourd.
un peu De plus, ce fait. voilà, un peu plus pompeux. Mais au choix. Ouais. En revanche, celui qui me dérange beaucoup, c'est «je te partage» et «je vous partage» Ah et oui. je l'entends dans tous Je le les fais tous les podcasts. jours à peu près que vous devez me détester, Karine. Je sais que vous écoutez mon podcast, mais du coup, je m'excuse platement. Je vais essayer de faire cette erreur, d'arrêter de faire cette erreur. Et pour tout vous dire, je trouve que je te partage. Bon, déjà, c'est un anglicisme à la base, je pense. Même pas, je n'arrive pas à savoir d'où il vient. I'll share you, c'est pas pour ça. Non, mais je veux dire, c'est une traduction maladroite en Oui, voilà, français c'est ça, ouais. c'est pas un anglicisme, mais je Oui, pense que moi, dans mon esprit, c'est I will share quelque oui. chose. Bon, mais c'est une excuse, et tout ça pour dire que, je pense aussi que c'est plus court tout simplement que Oui, je dire: «Je vais pense. partager avec vous», mais Oui, donc en fait, on simplifie et c'est terrible et oui. je m'en excuse platement et je vous remercie de me remonter les bretelles publiquement, Karine. Très bien. Est-ce qu'on pourrait parler justement de tics de langage? Donc comme beaucoup de personnes, j'en ai, je me bats, volontairement contre le «du coup», Mmh. mais il revient, Mmh. il s'immisce dans ma vie et dans mon vocabulaire en permanence, c'est terrible et surtout comme on en parlait avant de commencer l'interview, c'est littéralement comme un virus, c'est-à-dire que plus on l'entend, plus, en fait, on y est soumis. Quelles sont vos astuces pour se débarrasser des tics de langage? C'est une plaie quand même. En réalité, on peut s'en débarrasser très facilement et je l'ai observé sur mes élèves qui ont tendance à dire des tics de Ouais. langage à toutes les phrases, plusieurs par phrase d'ailleurs. Il faut en prendre conscience. Donc on enclenche son radar. Déjà ça, OK. Voilà, donc on enclenche son radar à du coup, en fait, de base, en vrai, déjà, au final aussi, parce qu'en plus, au final, c'est complètement incorrect d'un point de vue de langue Bon, je française. le note, vous allez m'en parler après. Voilà, donc tout ce radar-là, on l'enclenche. On en prend conscience. Et à partir de là, une fois qu'on a pris conscience de ces tics de langage, on se dit, dès qu'on commence à dire du bon, en fait, on le remplace par donc, par en réalité. Moi, je dis beaucoup en réalité parce que je disais beaucoup en fait. Mmh. Et en fait, dans l'absolu, il est tout à fait correct, tout à fait français, mais on l'emploie trop. Oui, c'est ça. J'en suis aussi totalement, coupable, c'est-à-dire que en fait n'est pas faux, mais je le Mm. dis si on le lit à toutes les phrases, Oui, c'est inaudible, oui, franchement. c'est ça. Très bien. Donc, déjà, se rendre compte qu'on a un problème Oui, et ensuite, vous dites assez naturellement quand on s'est oui, rendu compte, on remplace. Faut déjà savoir quels sont les mots de remplacement. oui, OK, très c'est ça. bien. Alors maintenant, je veux bien qu'on parle du «au final». Pourquoi est-ce Oui, que «au final» est faux? Parce que ça, je ne le savais pas, j'apprends quelque chose. parce que au doit être suivi d'un nom commun. Par exemple, au commencement. Commencement, D'accord. c'est un nom commun. Et final, là, c'est un adjectif. Alors on me Mmh. dit oui, mais un final en musique, alors ça, mais quand on dit au final, c'est pas à ça qu'on fait allusion. Ouais, ouais. Donc non, au final, c'est complètement incorrect d'un point de vue grammatical. Donc on peut dire à la fin, finalement, il y a énormément de synonymes en langue française en plus. Mmh. Très, très intéressant. Une autre question que je voulais aborder avec vous, sur la question du français avec style, il y a Mhm. aussi le avec style. On n'est pas uniquement dans les erreurs, on veut aussi réussir à mieux s'exprimer et quelque chose que je trouve terrible, c'est à quel point notre langage s'appauvrit et j'en suis la première coupable là encore, au sens où c'est vrai que je trouve que finalement on n'utilise que vraiment un panel très étroit de notre vocabulaire et même si on connaît les mots, finalement on ne les emploie pas dans la langue courante, Mm. ce que je trouve dommage. Est-ce que vous auriez des astuces là aussi pour nous aider à enrichir notre vocabulaire, à le rendre plus fleuri, à faire en sorte justement on ait un panel en fait qui soit beaucoup plus riche et beaucoup plus large? Oui, donc il faut éveiller sa curiosité, écouter quand il y a un mot qui nous plaît, par exemple se dire: «Ah ce mot, je le trouve vraiment joli». Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu une visite privée, d'un musée à Grasse et le conservateur du musée était passionnant et surtout il avait toujours le mot juste et par exemple, il a utilisé sans arrêt le mot truculent en parlant d'un personnage et je me suis dit: «Mais truculent, j'aime beaucoup ce Ouais, mot». c'est Donc je l'ai mis hier à l'honneur dans mes miscellanées et je m'efforce depuis de l'employer. Donc comment faire pour intégrer un nouveau mot à son vocabulaire? Déjà, il faut qu'il nous plaise, il ne faut pas se forcer mmh. et ensuite, dans les 24 heures après sa découverte, on l'emploie. On le casse parfois de manière très, très lourde, parfois très artificielle, mais ça nous permet de l'intégrer à notre vocabulaire. Mmh. Alors quels sont les derniers mots, donc à part truculent, que vous avez réussi à intégrer à votre vocabulaire? Alors là, par exemple, la semaine dernière aussi, il employait le mot alanguir. Il disait ce personnage est alangui. Et je trouvais que c'était mieux. Moi, j'aurais dit, bah, elle est allongée. Mais alangui, il y a vraiment ce côté où il y a un lâcher-prise Mmh, total. mmh, mmh, Donc mmh. ça, c'est un mot que j'ai envie d'employer davantage. Un mot que j'adore employer depuis que j'ai mon compte Instagram, mais depuis à peu près un an, c'est amphigorique. Amphigorique, c'est un mot que je trouve absolument fascinant parce qu'il veut dire confus, mêlé, mélangé, et qu'il représente très bien ce qu'il désigne. Totalement, Mhm. totalement. J'adore d'ailleurs le fait, je sais pas s'il y a un terme pour l'exprimer, quand un mot, enfin le sens du Oui, mot et sa phonétique, oui, s'assemblent et font un tout. Et oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mots comme ça où on sent qu'ils ont été pensés mm, littéralement pour que le son, et bien en fait dise le propos quoi. oui. Et donc ça, je trouve ça très, très intéressant. Encore des petites questions quand même sur le vocabulaire et sur cette masterclass.
Peut-être sur les erreurs les plus fréquentes. Alors pas forcément sur des tics, même si je sais que c'est quelque chose de fréquent, mais voilà, des erreurs de français que vous observez beaucoup, peut-être que vous vous amusez d'ailleurs à corriger avec vos élèves ou sur votre compte Instagram. Par exemple, malgré que. La Ah semaine oui. dernière, j'étais avec des créatrices de contenu. Il y en a une qui m'a dit: «Bah, j'étais un peu vexée parce que j'ai une abonnée qui m'a dit que je faisais des fautes de français et notamment malgré que». Et là, j'étais un peu confuse parce que moi, je ne reprends jamais personne, sauf mes élèves ou sauf quand on me le demande. Je vous remercie d'ailleurs de ne pas le faire avec moi. Vraiment, jamais je n'oserais parce que je trouve que c'est un manque de savoir-vivre que de reprendre les autres. Et là, je lui ai expliqué, je lui ai dit: «Bah oui, malgré que, on peut le trouver dans une formule très figée, malgré que j'en ai, qui est une formule très ancienne qu'on peut voir chez des auteurs. En revanche, malgré que, suivi d'un verbe n'existe pas. C'est bien que je sois en retard, je suis ravie d'être là, par exemple. Ou alors malgré plus non commun. Malgré mes efforts, je n'ai toujours pas réussi à progresser». Vous voyez, finalement, c'est simple. Et là, j'ai vu, elle m'en a pas du tout voulu de lui Mmh. avoir expliqué ça. Au contraire, elle a compris. Et là, elle s'est dit, en effet, c'était une erreur récurrente. Apparemment, personne ne lui avait jamais fait la remarque. Et c'est ça que j'aime, c'est quand les gens, et moi la première, font aveu d'humilité. Moi, je dis, j'apprends des choses tous les jours. Et Mmh. plus j'en sais, moins j'ai l'impression d'en savoir. Et ça, c'est terrible. Dès que j'ouvre, encore tout à l'heure, je lisais un livre de Bernard Pivot, je me disais, oh, ah, mais ça, je me serais trompée. Donc, j'apprends, moi aussi, beaucoup de choses en langue française et je trouve ça passionnant. Ouais, il faut pas être dans le jugement, de manière générale, je Oui. pense. C'est drôle parce que je voulais vous parler, du sujet de la langue française et quand je vous entends parler, je sens à quel point vous êtes passionné. Mais je voulais comprendre, au fond, même si on a parlé du début de votre parcours, mais qu'est-ce qui vous pourquoi, ce combat? Parce que c'est littéralement ça, Mmh. pourquoi ce combat pour promouvoir la langue française, pour la faire aussi être respectée, Mmh. admirée, mieux comprise? Qu'est-ce qui vous habite? En quoi est-ce que ça vous touche? Mmh. Alors déjà, j'ai une passion pour les mots. Moi, mon moteur premier, ce sont les mots, plus que la grammaire. Je reconnais que la D'accord. grammaire, je m'y suis mise tardivement. J'en faisais notamment quand j'apprenais le grec et l'allemand, parce que ça permet d'avoir une rigueur et un cadre. Mais j'ai un peu de mal avec la grammaire, parce qu'en plus, les termes grammaticaux changent souvent, ou Mmh. alors les classifications grammaticales. Et donc ça fait que je suis un petit peu déstabilisée. En revanche, les mots et le pouvoir des mots, je trouve ça absolument formidable. Formidable au sens étymologique du terme d'ailleurs, qui peut faire peur parce qu'il y a des mots aussi qui peuvent blesser à jamais. Mmh. Donc savoir les manier, les maîtriser, et surtout la langue française, c'est ce qui est fédérateur. C'est ça qui nous unit, bien plus que l'attachement à un pays, c'est l'attachement à une langue. Donc la langue française, c'est ça qui va nous relier. Et moi, j'aime bien voir aussi les gens qui sont abonnés à mon compte Instagram. Ils ne sont pas uniquement de l'hexagone en tant que tel, ils sont vraiment de la francophonie. Et ça, je trouve ça absolument génial. Donc avoir les mots aussi pour exprimer ses émotions. Parce que, pour prendre l'exemple des élèves, c'est ceux que je connais le mieux, les élèves qui ont le plus de colère, qui sont le plus violents, c'est qu'ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions autrement. Donc ça s'exprime par les Mmh. gestes. Ils ont envie de taper. C'est comme un enfant avant de parler, il a tendance à s'énerver, à pleurer parce qu'il n'arrive pas à exprimer ses émotions. Et à partir du moment où on a les mots, et les mots en plus qui permettent d'affiner sa pensée et de l'exprimer avec précision, à partir de là, ça permet d'être apaisé finalement. J'ai presque l'impression que vous nous dites que maîtriser mieux les mots nous permet d'avoir plus de contrôle et aussi plus de liberté. Oui. La liberté de s'exprimer, de ne pas être soumis à ses propres émotions parce qu'en fait, on arrive à exprimer par exemple sa colère Mmh. différemment ou sa frustration différemment. Et donc, ce que vous proposez, et c'est pour ça que la boucle est bouclée aussi avec votre casquette d'enseignante, Mmh. c'est que la maîtrise des mots est un outil littéralement pour que ces élèves se sentent mieux aussi dans leur vie, quoi. C'est Mmh. pas uniquement un snobisme, parce que je Oui. pense que c'est ça finalement ce que les gens peuvent se dire: «OK, c'est sympa les parenthèses Mmh. élémentaires, mais au final, est-ce que ça sert vraiment à grand Mmh. chose de savoir dire en figurique, quoi?» Mmh. Et ben, finalement, c'est une manière de les responsabiliser et de leur donner cette liberté. Oui, c'est exactement ça. À partir du moment où on a le cadre, on a la rigueur, après on peut se permettre des fantaisies et des libertés Mmh. en maîtrisant toutes les bases. Et c'est là qu'on peut s'émanciper. Et je vois justement les mots rares. Je suis la première à en employer peu dans la vie quotidienne. Je le fais quand j'en ai l'occasion, mais sinon, par exemple, les expressions latines, je n'en emploie pas. Je trouve que ça a un petit côté pédant et Ouais, pompeux, ouais. et je ne me sens pas à l'aise en les employant. Donc je vais aussi, il faut savoir s'adapter à son auditoire, aux différents cas de figure, et je peux le faire parce que j'ai cette maîtrise-là. Aujourd'hui, donc vous arrivez à allier les 2 casquettes, enfin même 3 casquettes parce qu'il y a, bah, auteur. Mmh. Vous êtes, donc maintenant on en est, au deuxième livre, c'est ça? Mais donc avec le troisième Mmh. qui est, en route si j'ai bien Oui. compris, on va en parler. Donc auteur, professeur, Mmh mh. enseignante et en même temps donc créatrice de contenu. Donc ça Mmh. fait quand même 3 activités en même temps. Mmh. Je voulais naturellement vous poser la question de votre organisation pour comprendre qu'est-ce qui fait que vous arrivez à faire tout ça en même temps? Donc c'est vrai que j'ai besoin de rigueur
toujours. Je pense que ça se sent d'ailleurs dans mes bulletins scolaires, on voyait toujours élève rigoureuse et réfléchie. Je me revois, je voyais d'ailleurs réfléchie, je me disais: «Mais qu'est-ce que ça veut dire réfléchie?» Et donc même en essayant de comprendre le mot, bah, j'étais réfléchie et cette rigueur me rassure, comme je l'ai exprimé. Donc j'ai un emploi du temps, très cadré. Donc le lundi, en général, c'était le jour où je ne travaillais pas. Ce ne sera plus le cas désormais parce que avec la réforme et les groupes de niveau, on a des Mmh. emplois du temps beaucoup plus contraints désormais. Je suis à 80, donc ça me libère D'accord. du temps. Donc le lundi, c'était le jour où je prévoyais mes leçons de grammaire. C'est ce qui me demande le plus de temps, ce sont les miscellanées du lundi. Le mardi, mercredi, là, j'étais, au collège, concentrée sur mon travail et le mercredi après-midi, c'est là que je tourne mes vidéos. Donc je suis chez moi pendant 1 heure, je tourne à peu près 10 vidéos. Et ensuite, le jeudi, c'est, l'expression du jeudi, donc c'est le «connaissez-vous», connaissez-vous l'origine de cette expression? Ça, je le fais en rentrant du travail, en général vers 18 heures, et j'arrivais à le caser assez facilement parce que j'ai différents ouvrages. Je prends jamais sur un seul ouvrage. Je préfère déjà pour des raisons de respect, de l'auteur et puis je cherche aussi sur internet pour avoir différentes sources, et le vendredi, enfin les autres jours, je publie les vidéos que j'avais déjà Mmh. tournées. Donc j'ai ce rituel qui me rassure et qui me permet de finalement tout faire rentrer dans mon emploi du temps parce que j'ai aussi besoin de faire du sport. Je m'intéresse à énormément de domaines. J'écoute des podcasts toute la journée sur la nutrition, sur l'entrepreneuriat. D'ailleurs, on dit bien entrepreneuriat et pas naria parce que c'est une erreur que j'entends très Ah souvent. oui, que je fais peut-être, je sais pas, je suis pas sûre, mais Non, je ne crois pas. Mais c'est vrai qu'elle est très fréquente. entrepreneuriat, Oui. très bien. Et donc avec ce planning très chargé, vous avez naturellement beaucoup à faire, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des pages des un peu des problèmes de créativité, ou d'idées? Là aussi, je pense que c'est une question, enfin, qu'on peut se poser légitimement, c'est ça fait maintenant quand même des années que vous créez des contenus avec une énorme rigueur. Est-ce qu'à un moment donné, bah, déjà, vous avez pu en avoir assez, franchement, Mmh par période et c'est humain, et puis d'autre part, vous avez eu des trous où vraiment vous dites: «Page blanche, mh. cette semaine, franchement, je sais pas quoi dire». Non, c'est le contraire. J'ai une imagination, débordante et là, c'est même pas le fait d'imaginer, c'est le fait de créer à partir du contenu langue française et c'est foisonnant. Mmh. J'ai eu par exemple, un blocage hier parce que je vais commencer en plus de tout ça, je vais commencer à avoir des chroniques quotidiennes à la radio. Donc là, Félicitations, je peux l'annoncer, sympa. merci. J'y vais demain pour, commencer les enregistrements. Ce sera sur Radio Classique et chronique langue française. Et là, j'ai écouté la personne à qui je succède, qui s'appelle Marc Lambron de l'Académie française. J'ai écouté les 224 épisodes, puisque quand je fais quelque chose, je le Oui, fais je bien. vois. Et je me suis dit, mais il a déjà tout abordé. Mmh. Comment vais-je faire? Et en réalité, lui, il s'appuyait sur un livre que je connais quasiment par cœur, Dire, ne pas dire, de l'Académie française. Et là, moi, je vais m'extraire de ça, puisque je ne suis pas académicienne. Et donc, je vais me concentrer sur toutes les petites joies de la langue française, les erreurs communes. Donc, je vais Mmh. faire quelque chose de différent. Mais c'est vrai qu'hier, j'étais face à mon ordinateur, je me suis dit, qu'est-ce que je vais écrire? Ouais, c'est pas facile. Sachant en plus, évidemment, c'est millimétré, c'est un temps très restreint. Et finalement, ce matin, l'inspiration est venue et ça y est, j'ai écrit mes chroniques. Génial. Hem, Jamais de lassitude en revanche, ça n'est jamais arrivé? Non, je me suis jamais ennuyée et pourtant j'ai une grande propension à l'ennui. D'accord. Je me souviens, déjà dans l'enfance ou en classe, je me revois en train de m'ennuyer et même dans des soirées parfois quand ce n'est pas, des discussions qui m'intéressent et Ouais. on m'avait dit une fois, «Toi le problème, c'est que, tu t'ennuies souvent et surtout quand tu t'ennuies ça se voit» et je Mmh. n'arrive pas à faire semblant. Donc quand je m'ennuie, on voit bien que je suis ailleurs et ça aussi c'est une astuce que je pourrais donner aux professeurs, c'est faire en sorte que les élèves ne s'ennuient pas. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est en variant les activités. Et moi, Mmh. je n'ai pas plus grande joie que d'entendre à la fin d'un cours un élève qui entend la sonnerie et qui dit mais déjà. Et ça m'arrive Mmh. très souvent. Alors au début, je me dis non, ils font ça pour me faire plaisir. Et non, non, ils ont l'air Non, en sincères. fait, c'est sincère. Surtout toujours pareil sur des sujets de langue française. Oui. Pour revenir au sujet de la création de contenu, je serais curieuse de savoir comment vous êtes mis à, créer des contenus vidéo? Parce que c'est souvent un blocage qu'on peut avoir psychologique où on se dit: «Je ne suis pas monteur, je ne suis pas vidéaste, déjà j'ai pas envie de me montrer en vidéo, mais alors en plus il faut faire du montage, mettre, de l'écriture et cetera». Enfin, c'est très compliqué, ça paraît, complexe. Comment est-ce que vous organisez maintenant au quotidien? Surtout que je comprends que vous avez carrément une trame d'organisation avec toutes ces vidéos que vous faites à la file. Donc j'avais envie de faire les choses bien. J'ai acheté du matériel très simple, c'est-à-dire que j'ai acheté le fameux trépied sur lequel j'ai fixé mon téléphone. J'ai la lumière, mais je trouve que ce n'est pas naturel et surtout ce que j'aime pas avec ce qu'on appelle la ring light, là, le cercle Ouais, lumineux, ce que j'aime pas, c'est qu'on voit le cercle dans les yeux, dans les, ouais. oui, dans les yeux. Et ça me dérange beaucoup. Donc je fais toujours, je me mets face à la fenêtre. Je fais ça le mercredi après-midi, donc j'ai la lumière naturelle. J'ai un micro pour avoir un son correct. Et surtout, je ne lis pas. Micro-cravate, tout simplement? Voilà, micro-cravate. Et je ne lis pas de texte parce que parfois on m'a dit: «Mais tu as un Bah oui. prompteur?» Et non, non, pas du tout et je ne prépare pas. C'est-à-dire que je lis juste avant, j'ouvre un livre de grammaire, je dis: «Ah, je vais parler de ça»
et je fais ça D'accord. Ah naturellement. oui, donc c'est assez spontané au Oui, final. Sur le contenu, c'est spontané. oui, C'est-à-dire que votre organisation est millimétrée, oui, mais le contenu lui-même, il est créatif. C'est oui, peut-être pour ça aussi que finalement vous je arrivez pense. toujours à vous renouveler. Oui, je pense, parce que sinon, Mmh. ça se sent quand c'est récité. Et là, justement, je prépare mes chroniques radio, je me dis: «Il faut pas que ce soit trop lu et en même temps, j'ai besoin d'avoir ce texte pour me rassurer». Alors que chez moi, bah, je suis là, je me dis: «Bon, bah, c'est dès que je bafouille un petit peu», ça m'arrive peu, j'ai de la chance, mais malgré tout, dès que je bafouille un petit peu, je recommence. Je Oui, me dis: «Ça dure 1 minute, je vais pas commencer à bafouiller, à c'est ça. chercher mes mots, alors que je peux le maîtriser». Et finalement, ce protocole fonctionne bien et surtout, je ne fais pas de montage. Je reconnais que j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis dit: «Non, vraiment là, je peux pas prendre le temps de faire ça», même si c'est un sujet qui est passionnant, mais je n'ai pas pris le temps de le faire. Donc là, ce que je veux, c'est d'avoir vraiment ma vidéo d'une traite et puis je mets toujours des sous-titres parce Ouais. que j'ai beaucoup de gens, qui sont malentendants, qui m'écrivent, qui me disent: «Merci à vous de mettre des sous-titres» et je les écris moi-même parce que quand je mets des sous-titres automatiques, il y a souvent des erreurs et là, c'est impardonnable. Oui, alors pour vous, ça serait compliqué, Oui, c'est sûr. oui. Mais c'est intéressant que vous disiez ça. Finalement, on se retrouve dans une situation où vous, en fait, vous créez énormément de contenu, en fait, assez spontané. Et puis vous rebondissez quand même aussi beaucoup sur ce que l'audience vous demande, j'ai l'impression, et sur, bah, les retours, ces interactions. Est-ce que, et c'est peut-être ma prochaine question sur ce sujet, est-ce que ces outils-là, en tout cas ce que vous apprenez de votre audience, c'est quelque chose que vous partagez aussi dans vos cours? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des ponts qui se créent entre les 2? Oui, je le fais énormément. Alors déjà, en effet, maintenant, j'aborde de plus en plus des questions qui me sont posées par mes abonnés, parce que je reçois des dizaines, voire des centaines de messages Mmh. privés par Bah jour. oui. Je les lis tous moi-même, je réponds à tout le monde, sauf les messages désagréables où là, j'ai tendance à bloquer les gens qui sont Donc même virulents. vous, vous en recevez quand même, c'est bon à Oui, savoir. oui, oui, j'en reçois, je bloque, je disais 10 personnes par jour en Ah quand moyenne, ce même, qui hein. est énorme. Mais parce que la langue française, c'est fédérateur, mais c'est aussi sujet à complexe. Et souvent, les gens qui m'agressent, c'est que j'incarne quelque chose qui a, je pense, provoqué des problèmes chez eux, des Mmh. complexes, un sentiment désagréable. Donc, ils viennent m'agresser. Donc, je me dis, moi, je ne suis pas là pour recevoir des agressions. Donc, maintenant, je bloque sans vergogne. Et donc, je traite les questions. Avant, je répondais de manière détaillée à tous les messages privés. Maintenant, ce que je préfère faire, je réponds, je note, je prends la question en photo et ensuite je fais une vidéo, je fais apparaître la question et je réponds parce que je sais que si j'ai la question une fois, en général, je l'ai plusieurs fois. Et parfois, j'ai 3 jours de suite la même question. Donc je me Ouais, dis, c'est bon, là, il faut que super. je le fasse de manière éminente. Et ensuite, dans mes cours, j'adore réutiliser, par exemple, pour l'expression du jeudi. Je fais ça avec les élèves maintenant le vendredi. Je leur dis, bah, l'expression avoir les dents du bonheur. À votre avis, d'où est-ce que ça peut venir? Ou alors le genre des noms. Quand je parle du genre des noms, j'écris le mot au tableau. Et puis je dis levez la main ceux qui pensent que c'est masculin, levez la main ceux qui pensent que c'est féminin, ou les deux. Et ça, tous les élèves sont impliqués, peu importe leur niveau. Mmh. Bah, c'est sympa, c'est un côté ludique comme Oui. vous disiez. Bon, Karine, on arrive maintenant au bout, de cette interview et j'ai envie de passer à mon crible. Donc avant qu'on revienne, en toute fin sur vos livres, la 1re question de ce crible, c'est est-ce que vous auriez vécu dans votre vie un grand échec? Un grand échec qui est un peu votre plus bel échec, celui dont vous vous rappelez avec presque un peu d'attendrissement parce qu'il vous a appris quelque chose d'important? C'est amusant parce que c'est une anecdote finalement assez récente. C'était il y a 2 ans. Je n'en ai pas parlé parce que sur le moment, c'est le principe de l'échec, je l'ai très mal Mmh. vécu. Il y a 2 ans, j'ai été contactée par Laurent Romeshko, qui est un abonné fidèle de mon compte et qui m'a appelée. Je sentais qu'il y avait une urgence. J'étais en vacances en Provence à ce moment-là, je réponds et il me dit que l'équipe des chiffres et des lettres va changer et qu'il cherche une nouvelle personne pour, euh, pour s'occuper des lettres dans les chiffres et des lettres. Et là, je me dis, mais c'est incroyable. En plus, moi, mon père regardait cette émission. Je me suis dit, bon, bah, c'est un signe, c'est forcément qu'on veut vraiment que ce soit moi. Après, il me dit, bon, bah, je passe votre numéro à Patrice Laffont, qui était le producteur. Patrice Laffont me téléphone. J'étais en vacances au bord de la Incroyable. piscine. À cette époque, j'avais vraiment un petit compte Instagram encore. Je me dis, c'est fou ce que je suis en train de vivre. Et ils croyaient tellement en moi tous les deux. Je suis allée à Paris pour les castings. Je revenais à Paris à ce moment-là, donc ça tombait très bien. Et j'y arrive et je me disais, là, quand même, je vois qu'ils veulent vraiment que ce soit moi. Je vais au casting, bon, j'étais pas très à l'aise. Il fallait me poser des questions sur Albert Camus. Moi, j'étais prête à faire une thèse sur Albert Camus. J'avais révisé pendant une semaine, j'étais incollable. Et finalement, je pense que j'ai perdu Ouais, mon le naturel. naturel. Je ne savais Mmh. pas du tout comment être face à la caméra. Et j'ai pas eu de nouvelles tout de suite et au bout de 15 jours, je pense, ou 10 jours, j'ai appris que je n'avais pas été choisie. Mmh. Pendant tout l'été, pendant tout le mois Ah. d'août, j'ai essayé de voir qui avait été choisi, tout ça et finalement, bah, malheureusement, des chiffres et des lettres, ça s'est arrêté là, ça y est, c'était la fin de la saison et je me dis: «Moi, c'est un mal pour un bien» parce qu'en plus la passation s'est mal, passée. Moi, je mal produite. J'aurais pas été à l'aise, dans ces conditions-là parce que dès qu'il y a des conflits, je ne sais pas du tout comment faire les choses. Donc je me dis: «C'est vraiment un mal pour un bien» et maintenant autre chose m'attendait.
Vous n'étiez pas faite pour ça Non, et la vie, vous l'a montré. S'il y avait quelque chose qui était à refaire, qu'est-ce que vous auriez envie de refaire différemment? je voudrais avoir confiance en moi, savoir, m'écouter davantage et je Plus revois jeune, c'est ça, oui, vous plus voulez dire? jeune, notamment un bulletin scolaire sur lequel j'étais retombée récemment d'un prof d'EPS en sixième qui avait écrit: «Prenez confiance en vous». Je me disais: «Mais pourquoi il m'écrit ça?» Et en réalité, il avait bien cerné mon tempérament, je n'osais pas, avoir plus d'audace. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un problème qui n'est peut-être pas résolu complètement, mais sur lequel vous avez tellement travaillé que vous êtes passé à un autre cap quand Ah oui, même. j'ai énormément changé. Cette question, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous trouvez beau? C'est au sens, donc, soit littéral, soit métaphorique, ça peut être un comportement, ça peut être un objet, qu'est-ce que vous trouvez beau, Karine? Je suis très sensible à la beauté et j'aime l'harmonie. L'harmonie, qu'elle soit auditive, olfactive, visuelle. J'adore les parfums. Là, par exemple, j'ai un parfum à la fleur d'oranger qui me fascine et qui me donne vraiment confiance en moi. C'est un parfum que j'ai découvert il y a peu et quand j'étais à la présentation de ce parfum, j'étais totalement emportée. Et visuel, c'est par exemple une harmonie de couleurs. Quand je vois un dégradé de vert sur un arbre, je peux être complètement fascinée et le regarder pendant des minutes de contemplation. Donc vous êtes sensible à la beauté de manière Oui. générale. Alors je suis obligée de poser la question corollaire, à l'inverse, qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce que vous trouvez laid? Qu'est-ce que vous n'aimez pas observer autour de vous? Je n'ai pas parlé du côté auditif. J'aime l'harmonie auditive, mais surtout, je suis misophone. Misophone, ça veut dire qu'il déteste les bruits, mais pas n'importe quel bruit. Je déteste les bruits, notamment de mastication. Ça peut me rendre Ah. hystérique, mais vraiment. Alors pourtant, je suis très calme. Quand il y a quelqu'un à côté de moi qui mâche un sandwich, je pourrais avoir envie de taper alors que je n'ai jamais tapé personne. C'est plus fort que moi et j'ai entendu récemment, c'est un trouble presque neurologique, d'après ce que j'ai entendu dans un podcast qui expliquait ça. Et il y a quelques personnes de la population qui sont touchées, notamment les hypersensibles. Donc Mmh. quelqu'un même qui mange un paquet de chips à côté de moi, mais ça me rend c'est épidermique. Vous pensez vous-même être hypersensible? Oui, moi je le suis à 100. Et c'est quelque chose que vous avez, compris, tôt dans votre vie ou c'est arrivé tardivement? C'est vrai que finalement, c'est en corrélation avec tout ce changement de vie en 2020. J'ai lu un livre qui s'appelait, «L'hypersensibilité pour les nuls» de Saverio Tomasella. J'ai lu le livre, je me suis dit: «Mais c'est moi à 100 et Mmh. finalement ça m'a soulagée parce que je n'étais pas toute seule. Moi, je me souviens par exemple, juste une anecdote pour les restaurants. Quand je choisissais un restaurant, je regardais la lumière avant de regarder le menu et je disais: «Non mais là, il y a des halogènes, je ne peux pas aller dans ce restaurant. Ça Mmh. va me je vais me sentir mal». Et là, j'ai compris qu'en réalité, nous étions quasiment 30 de la population à être hypersensibles et j'ai appris à me connaître davantage. Et quels sont peut-être des conseils que vous pourriez donner à des personnes, qui soit sont diagnostiquées hypersensibles, soit, pensent qu'elles peuvent peut-être l'être, pour réussir justement à en faire une force au final? Bah, je conseillerais de lire des livres là-dessus pour se sentir moins seul et ensuite de se dire qu'en effet, c'est notre atout. Les gens hypersensibles ont une créativité débordante et là aussi, prendre confiance en soi, se dire: «Bah, c'est une qualité que Ouais. j'ai, je vais m'écouter davantage et tant pis si je ne suis pas comme les autres», parce que c'est vrai qu'on a un fonctionnement différent et c'est notre force. Quand vous étiez plus petite, comment s'exprimait, cette différence? C'était vraiment une sensibilité, au bruit, une sensibilité, à la lumière et puis aussi un questionnement presque existentiel que Mmh. je me suis posé longtemps. Je me disais: «Mais comment est-ce qu'ils peuvent s'intéresser à un sujet comme ça?» Quand j'étais en société, même plus tard, hein, je me disais: «Mais comment est-ce que cette discussion peut les intéresser?» Mmh. Oui, d'où aussi cet aspect ennui, le fait Mmh. de montrer, enfin de pas montrer volontairement, mais je veux dire de donner l'impression de vous Oui, ennuyer. Mmh, c'est ça. c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une maxime ou une citation, que vous appréciez, que peut-être vous vous répétez de temps en temps, que vous pourriez partager avec nous? Vous remarquerez que j'ai bien dit partager avec nous. Oui, bravo, ça me fait plaisir. Moi, c'est «Rien n'est perdu». J'adore dire cette phrase parce que souvent alors on essaie toujours de nous mettre des étiquettes. Donc moi, on a envie que je sois la prof conservatrice. Je ne le suis pas, sinon je ne serais pas dans le public en REP+, donc de surcroît. Mais quand on me dit: «Ah là, l'orthographe, tout se perd», non, rien n'est perdu. Quand je vois mes élèves en grande Mmh. difficulté qui adoptent des mots nouveaux, qui écrivent des slams hyper créatifs avec moi, qui se lancent dans la poésie, je me dis: «Non, on peut, vraiment complètement repartir de zéro, repartir avec enthousiasme et apprendre à tout âge». Et qu'est-ce qui fait la différence? Comment est-ce qu'on fait pour, remotiver des personnes qui ont perdu un peu espoir, franchement? Il faut les rassurer, leur dire qu'en réalité, ce n'est pas si difficile. Il y a des règles. Il faut les suivre, on peut les expliquer de manière claire et concise en plus. Ce n'est pas une montagne à gravir. On fait Mmh. petit à petit. Chaque jour 10 minutes ou même, moi par exemple dans mes livres, je dis une page par jour, pas plus. Parce que sinon, en effet, on s'écœure rapidement et après on n'en peut plus.
Ouais et puis le rendre ludique aussi, comme vous Oui. disiez, rajouter s'amuser à enlever ces tics de langage, s'amuser à rajouter un mot comme ça de vocabulaire, le truculent, je vais peut-être essayer de l'utiliser un petit peu plus souvent. C'est vrai qu'on peut en faire un jeu. Encore une question pour vous. Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée? Cette question signifie, est-ce que vous avez une opinion qui n'est pas communément partagée, dans les médias, la société française actuelle telle qu'on la connaît? Moi, j'ai une sensation très forte, par exemple, notamment quand j'entre dans un lieu et je suis persuadée que les lieux sont chargés d'ondes et d'énergie, les personnes aussi, les bijoux également. Par exemple, je n'ai jamais pu acheter un bijou d'occasion et une fois, j'avais essayé un collier, je me suis sentie mal, comme si j'allais être étranglée et j'ai Mmh. demandé à ma mère d'où venait ce collier, elle ne le savait pas. Donc je crois vraiment qu'il y a des ondes qui sont contenues dans les objets et qu'on n'a pas encore pu expliquer ce phénomène-là. Vous savez, petite anecdote, donc là, c'est la joaillière qui parle, mais Mmh. c'est rigolo ce que vous dites parce que, certaines pierres, sont censées avoir des vertus et notamment le quartz pendant longtemps était une pierre qui était considérée comme une pierre qui pouvait, avoir des vertus curatives et en l'occurrence, on a découvert avec les années qu'elle avait effectivement des ondes, énergétiques et Mmh. notamment électriques et Ah donc le d'accord. quartz, c'est d'ailleurs pour ça, en fait, qu'on met du quartz dans des montres Oui. parce que littéralement, en fait, c'est ça qui fait que ça tourne et qu'il a Mmh. une batterie donc oui, effectivement, les objets Oui, ont de l'énergie, enfin, oui. c'est une réalité. Mmh. Mais je vous remercie d'avoir partagé les choses, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez déjà changé d'avis? C'est mon rapport à la langue française. Au tout début, ça me rassurait de suivre, de m'entêter à suivre absolument l'Académie française. Et ensuite, je me suis dit: «Je ne suis pas obligée de choisir un clan et je veux surtout pas ça». Moi, je suis très pondérée et j'ai, vraiment, lu avec attention le travail des linguistes, notamment les linguistes atterrés qui sont à l'inverse de l'Académie française et j'ai pris des bons éléments des 2 parties parce que je trouve que rien n'est bon dans les extrêmes et là, moi aussi, je veux avoir vraiment et je tiens à le rappeler, un avis pondéré sur la question. Donc certes, il y a des règles à suivre, mais parfois, il faut aussi savoir s'adapter. Par exemple, des réformes orthographiques qui me semblent légitimes. Le mot interpeller, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il s'écrit avec 2 L à l'infinitif, alors que tous les autres mots de la même famille, comme appeler, Mmh, bah là, il y a un seul L. Et en plus, on dit bien interpeller. Donc ça, je trouve qu'il devrait y avoir une réforme de l'orthographe là-dessus. intéressant. Mhm. Dernière question, alors celle-ci, elle va vous plaire aussi. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, impacté, interpellé, qui vous ont changé, en fait, surtout profondément parce qu'ils vous ont fait découvrir quelque chose sur vous, sur la vie, dont vous pourriez nous parler, nous expliquer pourquoi finalement ils ont eu un tel impact sur vous? Alors, je lis peu de livres de développement personnel, par exemple. Donc ça, ce Ça n'est peut être de pas. la littérature, hein, Oui, ou même une BD, ça peut être, on revenait à des livres de jeunesse, vraiment, très, très large. oui, je pense que ce sera plutôt de la littérature. Moi, c'était notamment Belle du Seigneur d'Albert Cohen, Ah, parce que j'ai trouvé que c'était un ouvrage tellement virtuose. ouais. Je me suis demandé comment un auteur pouvait passer d'un personnage comme ça à l'autre, écrire des phrases sans virgule quand c'était le dialogue intérieur Ouais, ouais, ouais. de la bonne qui est dans la maison, comment il peut décrire des personnages aussi magnifiques tout en disant, tout en les désignant par des futurs cadavres, donc un terme très. Enfin, c'est un roman qui est déprimant, Ouais. mais qui est sublime. Et Ah. là, quand je l'ai lu, je me suis dit, ça, c'est un ouvrage majeur que j'ai envie de faire connaître. Après, Et c'est vous f l'avez fait, découvrir à vos élèves, par exemple? Parce que c'est quand même un livre qui est très gros, mais par contre qui se lit, enfin je trouve qu'il se oui, dévore, il se oui. dévore. Moi, je l'ai lu en une semaine. Mmh. J'ai mis du temps avant de le lire, hein. Je Ouais. l'avais toujours, je me disais: «Non, mais plus de 1000 pages, je ne peux pas». Mais je leur en ai parlé parce que souvent ils me posent la question, donc je dis que c'est mon ouvrage préféré. Et en revanche, plus accessible, c'est Flaubert qui me fascine parce que je trouve que tout est ciselé dans son écriture, Mmh. qu'il n'y a pas un mot en trop. Et quand on parle du fameux gueuloir de Flaubert, on le comprend parce que quand on lit Flaubert, on se rend compte à quel point tout a été recherché, à quel point la langue française peut être sublime. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le gueuloir, vous pouvez expliquer ce que c'est? Bah, Flaubert, quand il écrivait ses brouillons, il s'entraînait, il allait dans une pièce spécifique et il lisait à haute voix pour voir comment Mmh. ces mots ressortaient. Et d'ailleurs, même moi, parfois, quand j'écris du temps de mon blog, j'écrivais des articles, j'aimais bien les lire à haute voix parce que je me rendais compte que finalement, il y avait des tournures de phrases qui n'allaient pas. Exactement et puis la mémorisation est bien supérieure aussi quand on Mm. a une forme de musique, en fait, dans la langue, ce qui est complètement le cas de Flaubert avec, bah, ce système du gueuloir. Je vous remercie 1000 fois. Bon, un ouvrage quand même chez Flaubert en particulier, c'est du coup Emma Bovary, enfin Madame Bovary? Non, moi, c'est Un cœur simple. Ah d'accord. C'est l'ouvrage que j'ai le plus lu de toute ma vie. J'ai dû le lire à peu près 50 fois. C'est une courte nouvelle où tout est dit. C'est une vie en quelques pages sublime. Félicité, Mhm. c'est ça, Oui, hein? félicité. Karine, je vous remercie 1000 fois. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, qui auraient envie d'en savoir plus, qui ont envie, bah, de continuer justement à mieux s'exprimer, réussir à se défaire enfin de ces tics de langage atroces comme les, «au final» que je cite tout le temps, les, «en eff» enfin tous ces tics de langage, bah, du coup déjà on commence
par ne pas dire du coup, je viens de le faire, mais au moins j'en ai conscience. On se contente d'aller regarder donc Le français avec style, qui est, je crois, quand même le livre pour moi référence parce qu'il a même des exercices. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper sympa. C'est très, très, très pédagogique, je trouve. Enfin, franchement, il est hyper accessible réellement et j'imagine que c'était l'intention derrière, en Oui. fait, de rendre la langue française accessible. Et puis alors ensuite, celui-ci, pour tout vous dire, je ne l'ai pas lu, Le cahier des amoureux de la langue française. Vous pouvez m'en dire 2 mots dessus pour les personnes qui nous écoutent? Donc c'est un cahier d'activités, pour les adultes, mais également pour les jeunes qui maîtrisent bien la langue française à partir de 13-14 ans. J'ai testé sur mes élèves certains exercices, ça marche très bien et ce que j'aime, c'est que, bah, c'est ce côté ludique évidemment par définition et puis il y en a pour tous les goûts. Donc là, je conseille une ou 2 pages par jour et je reçois tous les jours des messages de mes abonnés qui attendent un deuxième cahier. Donc ce n'est pas le Sympa. prochain ouvrage qui sortira, j'en ai un autre là, si je peux en parler, Bah, allez-y. qui va s'appeler Miscellanée ou l'élégance de la langue Ça, c'est française, sympa. qui paraîtra aux éditions Le Robert et c'est un beau livre incarné où il y a des photos également et j'y tiens beaucoup parce que c'est une pérégrination, où je fais part de mes joies quand je découvre des mots nouveaux, où je redonne des petits conseils pour bien s'exprimer en public par exemple, Mmh. pour, ne plus être stressé quand on arrive dans une conversation ou dans une soirée et qu'on ne connaît personne. Donc c'est un ouvrage où j'ai mis beaucoup de cœur et qui sortira le 10 octobre aux éditions Le Robert. Eh bien, écoutez, j'ai hâte de le découvrir. Ça va Merci. beaucoup me plaire parce que j'adore les miscellanées. Karine, un immense merci d'avoir partagé autant de choses personnelles, mais aussi bah, d'astuces, franchement, sur la langue française. Donc, pour les personnes qui ne vous suivent pas encore, ça se passe sur Instagram, les parenthèses élémentaires. C'est très ludique. Il y a énormément de contenu, donc ça vaut vraiment la peine. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux à part Instagram sur lesquels vous êtes active? J'ai tenté de mettre des vidéos sur TikTok, mais C'est vrai que j'ai vu ça. ça me rend un peu épileptique. Dès que je me connecte, il y a trop de vidéos d'un coup, je n'arrive pas à me faire à ce réseau. Bon, eh bien, Karine, continuez à nous faire rêver, continuez à explorer la langue française, à le partager avec nous. Je trouve que c'est merveilleux de voir que, bah, en fait, qu'il y a des choses effectivement qui ne se perdent pas, qui continuent à vivre et à évoluer. Et je trouve que c'est ça finalement qui compte. C'est qu'on ne stagne pas dans un passé, que vous êtes en train de nous montrer que la langue française, elle est vivante et que vous êtes en train de la rendre vivante. Donc, je vous remercie mille fois pour votre temps. Merci.